Bonjour, comme tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui du fameux Nikon Z7. J'oublie le Nikon Z6. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les 64 ASA et il a un low pass filter. Donc je veux avoir 64 ASA et je veux avoir ne pas avoir de low pass filter comme sur le D850. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que j'ai acheté ce Z7? Donc c'est parce que c'est bien sûr un full frame, c'est parce qu'il a le low light capacity qui est actuellement ce qu'on peut faire à mon avis de mieux sur le marché. Personnellement, je préfère l'image Nikon à l'image Sony, qui est son principal concurrent. Et surtout, par rapport au Sony, et après je ne parle plus du Sony, le Sony a l'inconvénient d'être pas water sealing ou vraiment très mal par rapport au Nikon Z7 qui a la même protection que le D850 Nikon. Bien. Donc, premier avantage, donc je l'ai dit, 64 ASA jusqu'à 25 000. Ça, ce sera la grande surprise, à savoir, est-ce que 25 000, on a de bons résultats ou pas? Personnellement, je pense que si déjà on a d'excellents résultats à 12 000, ce sera magnifique. Voilà, donc, full frame, ça c'est la raison pour laquelle j'achète. Donc maintenant, la profondeur de champ, DOF en anglais, et le bokeh, c'est-à-dire le flou à l'arrière, en anglais. Alors là, pour moi, c'est la même chose sur deux appareils. Il y a des gens qui achètent le full frame à cause du bokeh à l'arrière et le fait qu'on détache complètement un portrait par exemple du fond ou qu'on met en valeur une partie de la photo par rapport au reste avec le flou éventuellement à l'avant et à l'arrière. Donc pour moi qui ne suis pas un super photographe, j'ai jamais prétendu ça, je suis un super amateur éclairé, mais je ne suis pas un super photographe. Donc très souvent avec du full frame et les optiques Nikon qui ouvrent à 1.8, même à 2.8, le 105 macro par exemple de Nikkor, j'ai pas mal de photos ratées, à savoir flou. L'objectif zoom, le seul actuellement disponible en Z-mount, en anglais, mount, comme on dit, tiens, monture, oui, en monture, donc pour ce nouveau Z7, il n'y en a qu'un, c'est un 24-70. Alors le 24-70, il n'ouvre qu'à f4, donc ça veut dire une profondeur de champ un peu plus grande, donc je devrais avoir moins de loupés. L'avantage du full frame, c'est qu'on peut cropper dans la photo, c'est-à-dire rentrer dans la photo, agrandir la photo. Donc à mon avis, un 24-70, ça représente par rapport au format APS-C au moins 24-150, si ce n'est 24-200. Donc ça suffit comme optique classique. Vous pouvez néanmoins avoir, quand vous le commandez, si vous le commandez en même temps, pour 150 $ de plus, vous pouvez avoir l'adaptateur qui vous permet de mettre toutes les lenses, j'allais dire, toutes les optiques Nikon existantes. Donc ça pour moi c'est super. Donc à l'occasion, un gros télé ou un très grand wide angle, grand angle, donc on peut les utiliser facilement. Donc en ce qui concerne la même chose sur un Micro Four Thirds, c'est-à-dire le G9 qui est mon appareil
avec lequel je fais 90% de mes photos, sachant que les 10% restants, c'était le D850 jusqu'à présent, qui a pratiquement les mêmes caractéristiques, à part que c'est un DSLR, que le nouveau Z7. Il sera plus gros, plus lourd. Donc là, c'est exactement pareil. On veut détacher, ben, on prend une optique, une focale de 150 mm. Au lieu d'ouvrir à 4 ou à 5,6, on ouvre à 2,8 ou même à 1,8. Et de ce moment-là, vous avez le même type de bokeh que vous avez sur un full frame. L'avantage G9, c'est que maintenant, vous avez une optique et vous voulez avoir, même en télé, hein, vous voulez avoir plus de profondeur de champ, et bien là, vous ouvrez à f11 et vous avez une beaucoup plus grande profondeur de champ que vous ne l'aurez sur un 24-36. Donc pour moi, ce n'est absolument pas un avantage d'avoir le full frame pour la profondeur de champ et le bokeh par rapport à un micro-forceur, micro 4 tiers, je veux dire Panasonic Lumix ou Olympus. Donc maintenant, les choses qui fâchent. Alors, qu'est-ce qui me manque sur ce Z7 par rapport à ce que j'adore, il n'y a pas d'autre mot, sur un appareil comme le G9 qui pour moi est le top. Top en menu, top en fonctionnalité, top en... je ne sais plus comment on le dit non plus. Ça fait 18 ans que j'habite ici et le français, ben, on le perd. Mais rassurez-vous, mon anglais n'est pas meilleur que mon français. Au point de vue pratique, les boutons sont là où il faut, tout est bien, tout est facile, tout est bien organisé. Donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qui me manque? D'abord, il y a une seule carte et non pas deux cartes SD card, hein, ce qui vous permet avec un G9 de protéger, c'est-à-dire toutes les photos que vous allez faire, vous les transférez en même temps sur les deux cartes. Il y a une carte qui ne marche plus, vous avez vos photos. L'autre, la carte ne marche plus, vous avez tout perdu. Si c'est un super voyage que vous avez fait, ben voilà, vous n'avez plus rien. Donc ça, je pense que pour un appareil à ce prix-là, puisque c'est 4 000 $ avec l'objectif zoom, donc je pense que c'est néanmoins une grosse lacune, et j'irais même dire c'est la grosse lacune. Les autres, on aime, on n'aime pas, c'est pratique, mais vous n'avez pas cette lacune. Après, l'inconnu, ce fameux monture Z, on ne sait toujours pas, c'est tout neuf. Alors, est-ce que Nikon laissera des marques comme Sigma, Tamron ou autres faire des montures qui vont s'adapter dessus? Rien n'est moins sûr. De l'autre côté, s'ils veulent donner un développement à leur série Z, ils ont toujours la réponse facile de dire il existe un adaptateur et toutes les menus, les optiques f-mount actuelles peuvent être montées donc sur cet appareil. Donc vous n'avez pas besoin de ma monture Z. Comme c'est neuf, c'est protégé, et donc je pense sincèrement que ce serait pas très commercial pour leur rapport, parce que pour leur bénéfice, d'accepter que les autres fassent des copies entre guillemets de leurs optiques. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour les optiques, on peut dire qu'on a à peu près la même chose, puisque vous pouvez utiliser toutes les optiques par rapport aux optiques
d'un Lumix. L'avantage Lumix, là, c'est que vous avez les objectifs natifs qui sont stabilisés. Ce qui n'est pas le cas chez Nikon, où il n'y aura que le boîtier stabilisé. Donc, ça veut dire 5 stops pour Nikon contre 6,5 stops pour le Lumix. Après, donc, les cartes, j'en ai déjà parlé. Après, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le pixel shift. Ça veut dire, vous mettez l'appareil sur pied, vous appuyez sur votre déclencheur, il prend 8 photos en rafale au lieu d'une, il les combine ensemble et vous avez une photo de 80 millions de pixels. Chez Nikon, ça n'existe pas, ça existe chez Sony, mais ça n'existe pas chez Nikon. Bon, 80 millions de pixels, à mon avis, c'est le double de 45. Pas tout à fait, mais presque. Donc après, vous avez une fonctionnalité qui est fantastique sur les Lumix, c'est ce qu'on appelle les post-focus et focus stacking. Alors, c'est quoi qui se cache sous ces termes barbares? Vous avez, je veux photographier mes claviers. Par exemple, ici devant mon ordinateur, ben, vous ne le voyez pas. Donc, je veux me photographier moi et jusqu'au fond là-bas. Donc, je prends la photo et que fait mon appareil? Au lieu de faire une seule photo avec la mise au point que vous aurez décidé vous-même, vous me voulez net, vous voulez les appareils, vous voulez la fenêtre derrière net, c'est vous qui choisissez. Là, par contre, qu'est-ce qu'il va faire l'appareil? Il va prendre tout ce qui peut être focus, c'est-à-dire tout ce qui peut prendre comme mise au point net, il le fait. Et donc après, vous pouvez, a posteriori, en regardant vos photos, tiens, je veux ma mise au point ici, je la veux sur mes lunettes, ou je la veux sur le D850 ou sur le G9 qui est derrière. Donc là, vous choisissez. Alors, après, donc ça c'est un premier point qui est bien, mais il y a encore mieux, vous avez ce qu'on appelle le focus stacking, à savoir, là, votre G9 va combiner toutes les photos pour que ce soit net du début à la fin. Donc, premier plan net, infini net. Donc, qui dit mieux? L'autofocus, maintenant. Alors, un défaut, mais ça, on ne sait pas encore parce qu'on ne l'a pas reçu, j'irais dire, je n'ai pas pu le tester. Le Nikon n'a pas l'autofocus sur les yeux. Le Canon, le G9, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un portrait? Vous pouvez choisir Face Detection, donc il voit votre tête, mais en plus de ça, il vous met des petits carrés ou une croix dans les yeux, de manière à ce que vous soyez certain de la netteté de votre portrait. En moyenne, ça marche beaucoup plus pour le full frame que sur le G9 à cause de la profondeur de champ réduite. Si vous shootez sur l'œil, vous êtes habituellement sûr d'avoir le nez net et les oreilles nettes. Si vous avez, hélas, fait la mise au point sur mes lunettes, peut-être que les oreilles, si vous shootez à 1.4, ne seront pas très nettes. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. C'est très bien de l'avoir sur un full frame. C'est un peu moins important, bien que je l'ai, sur le G9. Le Sony, là encore, a un avantage sur le Z7. Après, gros inconvénient encore en ce qui me concerne sur le Z7 par rapport au G9. Le G9 a ce qu'on appelle un flipping screen, c'est-à-dire vous prenez l'écran, vous le tournez, vous le retournez dans l'autre sens et vous voyez ce qui se passe sur l'écran alors que de face, alors que vous êtes devant l'objectif. Donc
Z7 ou même le Sony n'ont pas cet avantage. Seul Canon et le G9 ont cet avantage. Donc, c'est très important quand vous voulez vous filmer vous-même, photographier vous-même. Vous êtes un groupe, vous voulez être dans le groupe. Vous mettez votre appareil sur pied, vous l'éloignez, vous regardez, et hop, vous déclenchez avec votre téléphone ou alors, bien sûr, en mettant le retardateur. Donc, ça, c'est très bien. Un truc vraiment, c'est incompréhensible. Jusqu'à présent, sur les Nikon, il y avait un GPS et là, il a disparu. Il n'y a pas de GPS, donc vous n'avez pas la localisation de votre photo. Vous devez le faire a posteriori, si vous vous rappelez. Mais bon, l'avantage, vous alliez dans un super restaurant, vous avez fait quelques photos, vous avez de très bons souvenirs, et ben vous le retrouvez facilement, le restaurant. Que là, si vous n'avez pas fait attention au nom, et ben vous ne le trouvez plus. Après, vous avez les photos en cadence élevée. Alors, les photos en cadence élevée, vous pouvez effectivement, quelqu'un qui plonge dans un plongeoir, vous voulez avoir 20, 30, 40 photos pour avoir le bon moment. Vous avez 9 photos à la seconde avec le Nikon. Vous allez me dire, c'est pas mal par rapport à ce qui se faisait avant. Mais avec le G9 de chez Lumix, vous avez 20, 30 ou 60 photos à la seconde. Donc, il n'y a pas photo. Voilà. Après, enfin, Nikon a fait du 4K correct, mais hélas, que en 30 frames par seconde, alors que le G9 fait 60 frames par seconde. Ou le GH5 qui est l'appareil, j'irais dire, photo-vidéo qu'utilisent pratiquement aujourd'hui tous les professionnels en photo, en vidéo, vu la qualité 10 bits, Vlog, enfin, etc. Moi, la vidéo, ça ne m'intéresse pas tellement, sauf quand on veut faire quelques petites choses. Votre iPhone ou votre G9 Plus va faire à peu près la même chose, sauf que vous ne pourrez pas avoir le ralenti à 180 frames par seconde en 1080p, alors que le Nikon, là aussi, est en deçà, avec 120 frames par seconde. Voilà en ce qui concerne les désavantages. Maintenant, les choses que j'aime dans les deux appareils, sur les deux appareils. Alors, d'abord, les deux ont le top screen. Alors, le top screen, pour moi, c'est un top, puisque vous avez votre appareil, avant de le porter à vos yeux, vous savez tout de suite que vous avez 125 f4, non, vous voulez avoir une vitesse un peu plus rapide, hop, vous passez à 250, f2.8 et vous shootez. Donc ça, sur les deux, ils l'ont, c'est très bien. Les deux ont water sealing, c'est-à-dire ils sont protégés contre les intempéries, contrairement au Sony, dont j'ai des amis qui l'ont, un peu de pluie et paf, l'appareil est mort, alors qu'il est censé être water sealing aussi. Mais vous verrez plein de revues comme ça où les gens sont très désagréables.